Bienvenue sur Relirons la Caraïbe, une plateforme numérique dédiée à la Caraïbe. Histoire, géographie, sciences humaines et sociales sur et dans la Caraïbe. Chaque mois, un podcast pour raconter et expliquer. À écouter, à regarder et à lire. Relirons la Caraïbe reçoit aujourd'hui Cédric Audebert. Bonjour. Bonjour. Cédric Audebert est géographe, directeur de recherche au CNRS, membre du laboratoire caribéen des sciences sociales, CNRS Université des Antilles. Il a dirigé l'unité mixte de recherche CNRS Migration internationale, espace et société migrantaire et a fondé la revue scientifique Immigrantaire. Il est membre cofondateur du Centre international de recherche sur les esclavages et les traites du CNRS CIRESC et il est également enseignant à Sciences Po Paris. Il est le lauréat 2013 de la Caribbean Studies Association Award. Ses recherches portent sur les migrations et les diasporas caribéennes. Tout d'abord, Cédric Audebert, première question. Pourquoi avoir choisi d'étudier la géographie et de devenir géographe ? Pour moi, la géographie, c'est avant tout une passion. Voilà, donc c'était une évidence. Une passion que je nourris depuis tout petit, depuis l'âge de 6 ans, au moment où on m'a offert mon premier atlas. Et donc, à partir du moment où j'ai eu cet atlas, j'ai découvert d'autres mondes, d'autres manières de représenter le monde. Et pour moi, c'était intéressant parce que j'aimais le dessin. Étant petit, j'aimais beaucoup dessiner. Et ce que ces atlas me donnaient à voir, ce que ces atlas me montraient, c'était une manière artistique de représenter notre planète. Et pour moi, c'était avant tout de l'art, quoi. La géographie, ma première approche de la géographie, c'était avant tout de l'art. Et donc, j'ai commencé à dessiner ce que je voyais sur ces atlas. Et j'ai commencé à dessiner donc des cartes du monde, les océans, les rivières, les montagnes. Et donc, ma première approche de la géographie, ça a été cette approche-là, une approche sensible, une approche artistique du monde. Et une représentation artistique de la beauté du monde, j'ai envie de dire. Pas seulement du monde, mais de la beauté du monde. Et j'imagine l'émotion que doivent ressentir les gens qui sont dans l'espace lorsqu'ils regardent la Terre comme ça vue de l'espace, ce qu'ils doivent ressentir. Je ne dis pas que c'est ce que j'ai ressenti quand j'étais petit en découvrant ces atlas, mais en tout cas, il y avait quelque chose de cet ordre-là. C'est quelque chose en tout cas une dimension vraiment artistique. Et à partir de l'espace et du territoire, on peut arriver à saisir toute la complexité des sociétés, dans leur dimension politique, dans leur dimension sociétale, les questions de population, les questions de migration, les questions d'organisation, de structuration des sociétés, les questions d'histoire, de culture, d'économie. Donc toutes ces dimensions-là, on peut arriver à partir d'une entrée par l'espace, à partir d'une entrée par le territoire, à les saisir à la fois indépendamment les unes des autres, mais également en lien les unes avec les autres, et de manière instantanée. Quand vous regardez une carte, c'est tout cela que la carte peut vous donner à voir. Et donc il y a quelque chose de magique dans tout ça. Voilà. Donc c'est pour ça que la géographie, pour moi, c'était une évidence, en fait. Alors ensuite, je me suis inscrit en géographie à l'université des Antilles. Après mon cursus à Bellevue, j'ai fait mon DEUG, ma licence, ma maîtrise, mon DEA, comme on disait à l'époque. Et puis ensuite, j'ai fait la thèse. Mais ça n'a jamais été pour moi un apprentissage. Je n'ai jamais appris à faire de la géographie. Je n'ai jamais étudié la géographie. Pour moi, la géographie, c'était quelque chose qui faisait partie de moi, qui était consubstantiel à la personne que j'étais, en fait. Donc c'est quelque chose qui a toujours été... la géographie, je la buvais comme du petit lait. Voilà. Donc c'est pas quelque chose que j'ai appris véritablement. C'est cela. Voilà. Et comment expliquer votre intérêt pour l'immigration, en particulier celle des Haïtiens ? Alors, mon intérêt pour l'immigration, tout d'abord, parce qu'il y a deux questions en une. Mon intérêt, si vous voulez, est
était que la migration internationale me paraissait être une clé essentielle pour comprendre les sociétés caribéennes, et notamment à partir de deux éléments, pour deux raisons si vous voulez. La première, c'est que la Caraïbe est une construction historique, située géographiquement, née de la migration. C'est-à-dire que lorsque l'on s'intéresse à la géographie de la Caraïbe, on ne peut pas ne pas se replonger dans l'histoire, se replonger dans l'histoire de ces migrations, l'histoire des apports successifs de ces migrations à la Caraïbe, et je pense notamment à la traite transatlantique. C'est-à-dire que lorsque l'on cherche à comprendre la Caraïbe, il faut d'abord essayer de l'appréhender sur le temps long, et lorsqu'on l'appréhende sur le temps long, on appréhende ses origines modernes, contemporaines, et ces origines modernes et contemporaines, c'est la traite transatlantique. Et la traite transatlantique, c'est une migration. Donc, il y a la traite transatlantique, migration forcée, dans les conditions que l'on connaît, et puis ensuite, il y a après l'esclavage, il y a, après l'abolition de la traite, puis ensuite l'esclavage, il y a le phénomène migratoire a continué à alimenter le peuplement de la Caraïbe à travers les différentes formes d'engagisme et puis de circulation migratoire à l'intérieur même de la Caraïbe, qui a contribué par strates successives, si vous voulez, à construire ces sociétés caribéennes jusqu'à aujourd'hui, finalement. Donc les migrations, c'est important, si on veut comprendre la Caraïbe, on est obligé de s'interroger sur le fait migratoire. Alors, il y a l'immigration, comme je viens de le dire, mais il y a aussi l'émigration, puisque aujourd'hui les sociétés caribéennes sont travaillées en profondeur par la migration internationale. Et il y a une sorte de, si vous voulez, de diasporisation de ces sociétés, dans la mesure où une part croissante de la population de ces sociétés vit à l'extérieur de ces sociétés. Lorsque l'on s'intéresse par exemple à Haïti, c'est 20% de la population d'Haïti, née en Haïti, qui a immigré, qui vit à l'extérieur d'Haïti aujourd'hui. Lorsque l'on s'intéresse à la population originaire de Porto Rico, il y a pratiquement autant de Portoricains qui résident à l'extérieur que de Portoricains qui sont restés à Porto Rico. Et on peut décliner ça sur l'ensemble des îles de la Caraïbe. En Jamaïque, on a sur l'ensemble des Jamaïcains nés en Jamaïque, on en a aujourd'hui un bon tiers qui réside à l'extérieur de la Jamaïque. Et si on prend le cas de la Martinique, sur la tranche d'âge des jeunes adultes, entre 20 et 35 ans, on a pratiquement 40% de cette population qui a quitté la Martinique. Voilà, donc c'est pour ça que le fait migratoire, on peut l'appréhender qui par l'immigration, et ça nous montre un petit peu l'impact que ce phénomène a en profondeur sur les sociétés caribéennes. Pourquoi Haïti ? Eh bien parce que Haïti a une image, en tout cas pour moi, étant plus jeune, Haïti renvoyait une image contradictoire. C'est-à-dire que c'était à la fois un pays qui était que je ressentais comme étant proche de moi, parce que j'étais baigné étant petit dans la culture, dans la musique haïtienne notamment, parce que on a des populations qui parlent créole, qui sont afrodescendantes, qui sont caribéennes, et qui sont relativement proches culturellement et même historiquement d'une certaine manière de la Martinique, de la Guadeloupe, et donc on est des peuples relativement proches, et en même temps un éloignement. Donc il y a une proximité, mais en même temps une distance ressentie par rapport aux images notamment stéréotypées et médiatiques que je recevais d'Haïti, la politique d'Haïti, la situation économique en Haïti. Tout ça en fait me renvoyait une image contradictoire de proximité-distance, et donc j'avais voulu en savoir plus, quoi. Et puis quand vous écoutez la musique compas, vous avez souvent référence avec New York, Miami, etc. Et donc il y a quelque chose là que j'avais envie de comprendre à travers donc l'émigration et à travers Haïti. Alors justement, le peuple haïtien fait considérer depuis longtemps comme une diaspora. Comment définissez-vous une diaspora ?
Alors, la diaspora, je la définis à partir d'un certain nombre de critères. Bon, me concernant, je considère qu'il y a 4 critères pertinents pour définir une diaspora. Le premier critère, c'est celui de la dispersion. Je renvoie aux origines étymologiques du mot diaspora, hein. Disperein, du grec ancien disperein, qui veut dire dispersion. Donc la diaspora, c'est d'abord une dispersion d'un peuple, dispersion géographique d'un peuple, si vous voulez. Ensuite, la diaspora, pour qu'elle existe, il me semble qu'il est important qu'il y ait le maintien d'un lien symbolique ou concret avec le pays d'origine. Pays d'origine concret ou fantasmé, hein. Mais pays d'origine malgré tout, ou terre d'origine, terre ancestrale, terre-mère. Et donc pour moi, ces 2 éléments sont fondamentaux. Donc la dispersion d'un peuple, mais qui maintient un lien soit concret, soit symbolique, ou les deux, avec une terre dite d'origine, ou construite, ou perçue, représentée en tout cas comme une terre d'origine. Le troisième élément, le troisième critère de définition d'une diaspora, c'est le maintien d'une identité au-delà de la dispersion. Donc, vous êtes dispersé, par exemple, si on prend le cas de la diaspora haïtienne, donc on a des Haïtiens à New York, on en a à Miami, on en a à Montréal, on en a à Paris, à Cayenne, etc. Mais il y a toujours le sentiment de l'appartenance à quelque chose de plus grand que soi, quelque chose qui transcende sa propre identité individuelle. Et donc, le sentiment d'appartenir à un collectif par-delà la dispersion. Et ce sentiment identitaire se fonde sur des éléments qui peuvent être des éléments historiques, des éléments culturels, voilà, il y a tout un ensemble d'éléments qui permettent ça. Et puis donc une fondation à partir de l'histoire et de l'expérience collective de ce peuple, qui se construit en tant que peuple par-delà la dispersion. Et puis le quatrième élément, le quatrième critère, c'est celui d'un maintien de lien entre les différents pôles dispersés, entre les différentes communautés, les différentes populations dispersées. Population jamaïcaine par exemple, se construit comme une diaspora à partir du moment où les Jamaïcains de New York, ceux de Toronto, ceux de Londres, et ceux présents dans différents pays, notamment anglophones de la Caraïbe, maintiennent entre eux des liens, quoi. Pas seulement avec la Jamaïque, mais entre eux. Voilà. D'accord, des liens principalement économiques. Des liens qui peuvent être économiques, des liens qui peuvent être culturels, des liens qui peuvent être politiques aussi. La construction d'une diaspora de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur à partir du moment où le gouvernement promeut aussi l'existence de liens entre ces différents pôles de la diaspora et le pays d'origine, quoi. Justement, on entend de plus en plus parler d'une diaspora noire, en particulier dans les milieux un peu militants. Alors, pensez-vous qu'elle existe? Est-ce qu'on peut parler d'une diaspora noire dans ce cas? Alors, il y a deux approches de la diaspora dite noire. Une approche, si vous voulez, peut-être plus, ou en tout cas que moi je considère comme étant peut-être davantage écologique, où cette diaspora dite noire est une question politisée, voire racialisée, avec un vocabulaire militant dont l'intérêt est de visibiliser cette question, de lui donner une visibilité, mais qui porte en lui le risque aussi d'essentialisation. Et je préfère donc le terme afro-descendant. Pour ma part, je parle de diaspora afro-descendante. Alors chacun ses termes, hein. Moi, je préfère celui d'afro-descendant qui me semble être moins essentialisant et qui concerne environ 100 millions de personnes aujourd'hui dans les Amériques. Si on s'intéresse à ces 100 millions de personnes qui sont réparties principalement dans la Caraïbe, aux États-Unis, au Brésil
et dans d'autres pays d'Amérique latine comme la Colombie, l'Équateur, etc. Toutes ces populations ne sont pas forcément considérées comme noires, mais ces populations se revendiquent d'une afrodescendance par rapport à leur filiation. Si vous voulez, c'est une filiation, mais une filiation qui n'enferme pas les gens dans une filiation historique, qui pour autant n'enferme pas les gens dans des catégories, si vous voulez, phénotypiques ou de cet ordre-là. Et donc, il y a cette dimension idéologique-là, et puis il y a une dimension scientifique. Alors moi, comme je suis scientifique, je suis plutôt porté à m'interroger et à privilégier cette acception de la diaspora afrodescendante. Cette dimension scientifique, quelle est-elle ? Elle se fonde sur principalement 4 éléments. Des éléments tout d'abord historiques, en référence à la traite transatlantique comme événement historique fondateur, et à l'Afrique comme terre-mère avec laquelle on entretient des liens symboliques, voire concrets, dans certains cas, à travers la musique, la religion et bien d'autres aspects de la vie sociale. Donc il y a une dimension historique, il y a une dimension culturelle aussi, celle des héritages liés à l'Afrique, mais aussi l'expérience de la plantation et plus largement de l'esclavage. Et donc, cette dimension est historique, elle est également culturelle, elle est sociale aussi. Quand je dis sociale, je fais référence à l'actualisation des rapports sociaux. Des rapports sociaux qui sont inégalitaires, qui sont hérités de l'histoire, et qui aboutissent, ou en tout cas sont concomitants de processus de racialisation. Voilà, populations qui sont racialisées, qui sont enfermées dans un schéma stéréotypé, phénotypique, et dans le cadre de rapports sociaux inégalitaires, en tout cas asymétriques. Et donc, il y a cet élément-là. Et puis, il y a un dernier élément. Donc, j'ai dit historique, culturel, sociaux. Il y a un dernier élément qui est un élément politique aussi. La question, par exemple, du retour entre guillemets, en Afrique, avec des initiatives tout au long de l'histoire, comme celle de Marcus Garvey, par exemple. Bon, il y a plein d'exemples qu'on pourrait prendre. Et de l'organisation pour la défense d'intérêts communs. Aujourd'hui, par exemple, lorsque sur le plan électoral, les communautés, ou en tout cas les représentants des politiques de communautés caribéennes aux États-Unis s'allient de manière ponctuelle et conjoncturelle avec les populations afrodescendantes, elles plutôt afro-états-uniennes, pour servir leurs intérêts politiques, et bien là, souvent ce que l'on constate, c'est que cette diaspora, cette référence à la diaspora afrodescendante est mobilisée comme catégorique pour pouvoir servir des intérêts politiques. Alors pour ma part, je considère que la diaspora afrodescendante, pour être mobilisée de manière opérationnelle dans l'analyse des sociétés caribéennes et de leur migration, doit être considérée en articulation avec d'autres niveaux d'identification. Qu'il s'agisse de l'identité régionale caribéenne, pas seulement de la référence à l'identité insulaire, mais la référence à une identité régionale caribéenne, ou la référence à une identité locale insulaire. Donc c'est cette articulation entre l'insulaire, le régional et l'afrodescendance qui finalement permet de manière qui donne à cette catégorie diaspora afrodescendante son caractère opératoire finalement. D'accord. Alors nous allons revenir aux questions plutôt liées aux questions migratoires. Comment s'organisent les flux migratoires dans la Caraïbe ? Donc il y a principalement 2 types de flux selon leur orientation. Donc il y a un premier type de flux qui est plutôt un flux sud-nord, c'est-à-dire que on a des populations qui quittent la Caraïbe et qui s'orientent vers les pays du Nord, principalement vers l'Amérique du Nord et vers l'Europe de l'Ouest. D'accord. Donc ça correspond principalement pour l'Europe de l'Ouest aux anciennes puissances coloniales, donc principalement la France, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, et puis plus récemment, à partir des années 2000, on a vu aussi des flux vers, donc principalement cubains et dominicains vers l'Espagne.
En France, c'est plutôt des Antillais français et donc des Guyanais et des Haïtiens que l'on va retrouver, principalement en région parisienne, pour les 2 tiers d'entre eux. On va pour plus de 80% pour ce qui est des Haïtiens. En Grande-Bretagne, principalement à Londres, pour 60% des Caribéens. On va plutôt retrouver des Jamaïcains, et puis dans une moindre mesure, pour 2 tiers des Jamaïcains, et pour 1 tiers des Trinidadiens, des Barbadiens, etc. Et puis sinon, aujourd'hui, le principal... alors, aux Pays-Bas, c'est plutôt des Surinamiens, principalement, et puis des Antillais néerlandais, les gens de Saint-Martin, de Curaçao, de Bonaire, d'Aruba, voilà, c'est plutôt ça, quoi. Et sinon, au-delà de l'Europe, on a aux États-Unis et au Canada, les principaux flux aujourd'hui de Caribéens s'orientent dans ces lieux-là. Donc, les principales villes d'accueil des Caribéens, ce sont des populations qui sont très concentrées géographiquement. Elles sont plutôt dans la région métropolitaine de New York et en Floride du Sud. Donc c'est plutôt là qu'on le retrouve. On va retrouver également des communautés haïtiennes à Boston, jamaïcaines à Los Angeles, etc. Mais le gros des Caribéens sont dans ces villes-là et sont concentrés dans certains quartiers bien précis. C'est-à-dire que les Haïtiens, on va plutôt les trouver à Brooklyn, dans le Queens aussi. Les Jamaïcains, on les retrouve à Brooklyn, mais on les retrouve beaucoup dans le Bronx. Les Dominicains, c'est plutôt Washington Heights et le Bronx, etc. Donc après, au niveau de la Floride du Sud, on a des quartiers qui sont historiques de la présence caribéenne. Little Haiti, par exemple, pour les Haïtiens. On le retrouve également à North Miami. On a un quartier qui s'appelle Little Habana, qui est le quartier historique des Cubains, qui ont essaimé ensuite un peu partout en Floride. Et donc, pour les Jamaïcains, on a une municipalité en Floride qui s'appelle Lord Hill, qu'on a rebaptisé Jamaica Hill, par rapport à la présence importante des Jamaïcains dans cette localité. Donc, vers le sud, enfin du sud vers le nord, si vous voulez, donc principalement Europe de l'Ouest et Amérique du Nord. Et puis on a également des flux sud-sud, c'est-à-dire à l'intérieur même de la Caraïbe. Et donc là, on a des flux principalement venant des Grandes Antilles, donc d'Haïti, de la République dominicaine, de la Jamaïque. Et puis on a également un peu partout dans la Caraïbe. Et puis on a des flux, des petits flux à l'intérieur même des petites Antilles, Sainte-Lucie vers la Martinique, Dominique vers la Guadeloupe, vers Saint-Martin, vers les Virgin Islands, de la Grenade vers Trinidad, etc. D'accord. Voilà, donc c'est plutôt ce type de flux qu'on a repéré. Alors, quel lien faites-vous entre ces flux migratoires et le niveau de développement des territoires caribéens? Alors, l'impact des migrations sur le développement, je mets ça avec beaucoup de guillemets, la notion de développement, tout à fait. est ambivalente. C'est-à-dire que on a d'une part, effectivement, des aspects qu'on peut considérer comme étant positifs, comme par exemple les transferts financiers. On a par exemple pour Haïti, aujourd'hui l'équivalent de 3 milliards de dollars qui sont transférés de la diaspora vers Haïti chaque année. Donc c'est considérable, ça représente le tiers l'équivalent du tiers du produit intérieur brut d'Haïti. Donc c'est tout à fait considérable. C'est plus important que l'aide entre guillemets au développement qui est transféré à Haïti. Et au-delà de ces chiffres-là, ce qui est important, c'est de comprendre que aujourd'hui, rares sont les familles haïtiennes qui ne bénéficient pas de ces transferts de leurs parents de l'étranger. Et c'est ce qui permet, à mon sens, à la société haïtienne de ne pas exploser, étant donné les conditions économiques extrêmes dans lesquelles les gens doivent évoluer au quotidien. Et donc c'est important. Ça, c'est un aspect
je ne suis pas sûr qu'on puisse parler ici de développement, mais en tout cas, ça permet aux gens de pouvoir manger, de pouvoir se loger, de pouvoir scolariser les enfants, etc. Et donc ça, c'est important. Donc 3 milliards en Haïti, 7 milliards en République dominicaine chaque année. En Jamaïque, ces transferts représentent 16% du produit intérieur brut. Donc ça, c'est pas négligeable non plus. Et lorsqu'on s'intéresse à ces différents pays, on se rend compte que finalement, beaucoup de ces pays de la Caraïbe, Grandes Antilles comme Petites Antilles, bénéficient de ces transferts de la diaspora. Donc là, il y a un lien entre migration et je dirais pas développement, mais en tout cas migration et niveau de vie. Donc c'est important pour les familles en termes d'alimentation, de logement, de scolarisation, on l'a dit, mais c'est également important parce que la migration permet d'alléger la pression sur le marché de l'emploi. On sait que ce marché de l'emploi dans les îles de la Caraïbe est exsangue et ne permet pas à l'ensemble de ces jeunes actifs de pouvoir être employés. Et donc la migration, c'est une soupape de sécurité finalement. D'accord. Sinon, donc voilà pour les aspects positifs. Les aspects négatifs, évidemment, c'est ce qu'on appelle le brain drain, la fuite des cerveaux, où finalement, dans les petites Antilles, on a entre 60 et 85% des personnes qualifiées, des personnes qui notamment ont fait des études supérieures, qui finalement sont amenées à quitter leur pays. Alors évidemment, après, tout dépend de ce qu'on entend par développement, parce que on peut aussi avoir une approche critique du développement. On peut considérer que c'est une notion qui repose sur des critères quantitatifs de type PIB, niveau de revenu, etc. Mais on peut aussi considérer que lorsqu'on parle de développement, on ne peut pas ne pas parler non plus de critères qualitatifs en termes de qualité de vie, de mise en place d'un modèle en phase avec les réalités locales. Et donc là aussi, il y a lieu de s'interroger sur le lien entre migration et développement. Comment vos recherches sur les migrations vous ont-elles amené à repenser la Caraïbe ? Alors, j'ai pris conscience que la migration n'était pas seulement un thème parmi d'autres de l'étude de la Caraïbe, mais était un élément fondamental de la structuration et de l'évolution de ces sociétés. Historiquement, la migration, alors plus ou moins contrainte, est à l'origine de la création de la genèse de ces sociétés caribéennes modernes, à travers la traite transatlantique, l'engagisme, je l'ai déjà dit, mais de manière plus générale, le peuplement de la Caraïbe est un peuplement essentiellement exogène. Donc la migration est incontournable pour comprendre les sociétés caribéennes dans ce qu'elles ont de plus contemporain, de plus actuel aujourd'hui. Les structures sociales dont nous avons hérité, la psychologie des populations caribéennes, le rapport à la nature, aux plantes, aux religieux des sociétés caribéennes, est étroitement lié aux conditions migratoires dans lesquelles ces populations sont arrivées dans la Caraïbe et se sont structurées avec le temps de génération en génération. Actuellement, la centralité de la migration dans l'évolution des sociétés caribéennes se lie dans leur diasporisation, je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'une part croissante de la population des îles d'origine a tendance à immigrer aujourd'hui. Et donc, l'impact de ces émigrés sur la vie économique, politique, sociale et culturelle locale est très important, il est énorme. Si on prend le cas d'une société comme la Martinique aujourd'hui, on va s'interroger sur l'impact de l'immigration, l'impact du bumidum par exemple. On a des gens qui sont partis, certains sont restés en France, on fait des enfants là-bas, d'autres sont revenus. Et on voit bien l'impact que ces migrations ont pu avoir dans différents champs de la vie sociale, par exemple dans les familles, dans les relations entre les membres
des familles entre ceux qui étaient partis, ceux qui sont revenus, ceux qui sont restés là-bas, des familles une conception même de la famille qui a eu tendance à évoluer par rapport à sa relation même avec l'espace. Et puis, bon, il y a plein d'exemples qu'on peut prendre. Le cas le rôle des femmes, la situation même des femmes dans la société martiniquaise. Entre les années, la fin des années 60 et le début des années 90, la place des femmes dans cette société a considérablement évolué. Si on prend le cas par exemple des bonnes à l'époque en Martinique, la situation des bonnes, le statut des bonnes, la manière dont certaines de ces femmes qui étaient bonnes et qui sont parties finalement en migration ont pu changer leur destin à travers la migration et revenir avec un autre statut social et donc un autre regard sur la société martiniquaise et une autre considération de la part de la société d'origine aussi. Donc la migration a joué un rôle majeur dans tout ça, dans la compréhension des sociétés caribéennes pour le chercheur, mais également dans l'évolution même des structures de ces sociétés. Comment devient-on chargé de recherche au CNRS, surtout quand on est antillais, originaire de l'UAG, dans la mesure où les Antillais et Antillaises chargés de recherche au CNRS sont relativement peu nombreux, même si vous l'êtes de plus en plus? Alors tout d'abord, je voudrais dire aux jeunes, un message que je voudrais faire passer aux jeunes, c'est que c'est possible de réussir au plus haut niveau quand on est issu de l'Université des Antilles. Quand je dis au plus haut niveau, c'est au CNRS, ou dans les universités, les grandes universités aux États-Unis, au Canada, en France, c'est possible. Donc je suis au CNRS, mais je connais d'autres collègues issus dont certains d'ailleurs ont fait leurs études à l'Université des Antilles, qui sont entrés au CNRS. Je connais également des gens qui sont des compatriotes, des Martiniquais, qui sont entrés dans des universités aux États-Unis et qui ont fait une belle carrière, qui sont encore jeunes et qui ont déjà une belle carrière derrière eux. J'ai l'exemple d'une collègue et amie qui est à Atlanta, à Georgia State University, et qui a fondé un centre d'études afro-américain qui est aujourd'hui financé par toutes les grandes institutions locales et qui est en train de s'imposer comme un centre de la diaspora afro-descendante, comme on disait tout à l'heure, et qui réunit des Caribéens, des Afro-États-Uniens et toutes sortes de populations noires de l'ensemble de l'espace atlantique, quoi. Concernant mon parcours, je considère que l'évolution du département de géographie de l'Université des Antilles de la Guyane du début des années 2000, à l'époque où j'étais, au moment où je finissais ma thèse là-bas, je n'avais pas souhaité projeter mon avenir localement au sein de ce département, et donc j'avais fait le choix de viser une carrière à l'extérieur, dans un espace qui me permettait de m'épanouir au plus haut niveau, donc le CNRS. Et un concours très sélectif, 65 candidats, deux places. Et donc j'avais eu la chance d'être parmi les 2 personnes qui avaient été recrutées à l'époque. Et alors la question c'est pourquoi? Quels avaient été mes atouts? Il me semble que j'avais bénéficié de 3 types d'atouts que j'avais patiemment construits pendant ma thèse. Le premier, c'était que j'avais eu très tôt conscience de l'importance de créer mes propres réseaux. Et c'est le message que je fais passer aux étudiants aujourd'hui de toute discipline à l'université. N'hésitez pas, en tant que doctorant, à aller chercher vos propres réseaux, à aller créer vos réseaux à l'extérieur. L'idée, si vous voulez, c'était d'être aidé dans mon parcours de thèse, d'être accompagné. Bon, c'était une question de survie pour moi. Je considérais qu'à l'époque, c'était soit je faisais ça, soit je ne finissais pas la thèse. Et donc, une thèse sur les migrations haïtiennes à Miami. Ça m'obligeait à aller chercher les meilleurs spécialistes géographes à Miami. Ça m'obligeait également à aller chercher les meilleurs spécialistes en migration en France et en Europe. Et ça m'obligeait également à aller travailler avec les gens qui travaillaient déjà sur les populations haïtiennes. Et donc,
C'est ce que j'ai fait. J'ai été chercher les ressources là où elles se trouvaient, et donc dans les laboratoires en France, aux États-Unis, et c'est comme ça que j'ai construit ma thèse. Donc premier élément. Deuxième élément, une participation à des colloques soigneusement sélectionnés sur le plan disciplinaire, sur le plan thématique. Donc ça m'a permis de me rendre visible, d'une part, et d'autre part de m'enrichir de ce qui se disait dans ces colloques pour pouvoir réinvestir ça ensuite dans ma réflexion doctorale. Et troisième élément, j'ai mis en place dès mon entrée en thèse une stratégie de publication dans les meilleures revues pour être repéré d'une certaine manière, et aussi pour pouvoir me tester moi-même, pour pouvoir savoir ce que je valais et pour pouvoir aussi tester la crédibilité de mes idées, des idées que je développais dans le cadre de ma thèse, et finalement de ma démarche scientifique. Et c'est important parce qu'on est éloigné de Paris. Donc si on ne fait pas ça, on reste invisible. C'est un petit peu l'une des difficultés lorsqu'on est à l'Université des Antilles, mais en même temps, l'une des forces potentielles que l'on peut avoir, c'est que nous sommes acculés à aller à l'extérieur, à nous-mêmes. Nous sommes acculés à être conquérants, finalement. À aller conquérir les marchés, d'une certaine manière, les marchés scientifiques, académiques. S'ils ne viennent pas à nous, c'est à nous d'aller à eux. Et c'est ce qui permet finalement de s'enrichir et puis de manière peut-être plus pragmatique de se positionner. Vous êtes également à l'origine d'un cursus spécifique à Sciences Po Paris. Pouvez-vous nous en dire plus? Alors, ayant conscience de l'intérêt de l'étude de la Caraïbe pour les SHS, les sciences humaines et sociales, la filière Amérique latine de Sciences Po a souhaité développer un cursus sur l'espace caribéen. Dans ce cadre, ils m'ont contacté pour développer un séminaire complet de 24 heures sur la Caraïbe. Donc j'ai accepté avec plaisir car j'aime enseigner. Et alors j'aime enseigner particulièrement sur la Caraïbe car il y a finalement peu d'enseignements sur cette région dans l'enseignement supérieur. Et puis d'un point de vue institutionnel, il est important de donner une visibilité à la Caraïbe dans le monde académique français. Et le contexte me semble actuellement favorable. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, dans le monde académique, on donne peut-être davantage d'importance à la Caraïbe qu'elle n'a pu en avoir ces dernières années, ces dernières décennies. Et il me semble que Sciences Po est un lieu tout à fait intéressant pour cela. C'est une école prestigieuse qui a formé les grands décideurs de notre pays et qui me semble être l'une des grandes écoles les plus ouvertes sur ces questions-là. C'est une école qui n'hésite pas à se remettre en cause et à innover en allant chercher les compétences là où elles se trouvent, mais également en allant chercher, en tout cas en favorisant un recrutement de ses élèves dans toutes les strates de la société. Et donc, c'est un espace qui me semble être tout à fait intéressant pour développer ce type d'enseignement sur la Caraïbe. Et puis j'aborderai la Caraïbe avec mes étudiants sous plusieurs angles d'analyse. Les fondations historiques de la Caraïbe, notamment la traite transatlantique, mais également les relations géopolitiques avec les États-Unis, la fragmentation politique et culturelle de la région, les questions de développement, entre guillemets, les migrations, les diasporas caribéennes. Donc tous ces éléments-là, je proposerai également un enseignement sur la géopolitique de la créolisation. Et donc c'est tous ces éléments que je vais essayer de développer dans le cadre de la série d'enseignements que je propose à Sciences Po cette année au cours des prochaines années. Et dans ce cas, pourquoi avoir choisi de revenir à l'Université des Antilles? Alors c'est mon université d'origine et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire ici. Il y a beaucoup de choses intéressantes qui sont faites à l'Université des Antilles. Et parallèlement, il y a encore beaucoup de choses intéressantes à faire. Et donc, avoir une vision pragmatique et ambitieuse de l'Université des Antilles, c'est prioritairement la concevoir comme une interface entre le monde académique français et l'ensemble des universités de la Caraïbe et des Amériques. C'est en ce sens que j'ai commencé à travailler en développant mes réseaux de recherche, de formation et de formation à la recherche.
J'ai argumenté en ce sens auprès de la direction du CNRS pour mon retour ici. Donc la direction du CNRS à Paris, qui a bien compris ma démarche et accepté de m'affecter à l'Université des Antilles. Puisque nous avons une UMR ici, une unité mixte de recherche CNRS, le laboratoire caribéen de sciences sociales, donc qui reçoit à la fois des enseignants-chercheurs et des chercheurs CNRS. C'est aussi une manière de servir l'institution que je représente, le CNRS, de la manière la plus judicieuse, en participant à son rayonnement aussi. Donc si vous voulez, c'est à la fois servir l'Université des Antilles, servir le CNRS, servir la société martiniquaise et les sociétés antillaises. Et j'ajouterais que j'ai acquis des compétences à l'extérieur et je veux les mettre au service des Antilles. Les directeurs de recherche au CNRS sont une denrée rare chez nous. Et c'est peut-être un devoir pour moi de rentrer. J'ajouterais que j'aime profondément mon peuple, que j'ai une intime conscience de son histoire, de son destin, de ses forces et de ses fragilités, et que ma place aujourd'hui est à ses côtés. Oliron La Caraïbe recevait Cédric Audebert, géographe et chercheur au CNRS. Je vous remercie pour ces échanges bien ancrés dans la Caraïbe et dans votre carrière professionnelle. Merci beaucoup. Chers auditeurs, je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast avec un autre invité sur Oliron La Caraïbe. C'était Oliron La Caraïbe, une plateforme dédiée à la Caraïbe sur Facebook, Twitter et Instagram. À écouter, à regarder et à lire.